Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence éditoriale Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décrypterons comment les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats de contenu les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Willems, Managing Director et fondateur du creative studio Busterwood. Il a créé en 2018 Busterwood, qui est un creative studio spécialisé dans la création et la réalisation d'expériences digitales. Le studio est notamment aujourd'hui l'un des leaders à l'international en matière de réalité augmentée et de FOOH, les Fake Out of Home, avec plus de 300 productions réalisées chaque année. Je souhaitais absolument inviter Sébastien dans le podcast Content Centric parce que c'est le vrai expert sur ces nouveaux formats de contenu, les FOOH. J'ai la chance de connaître Sébastien depuis une quinzaine d'années et déjà il y a 15 ans, il était en avance sur la création de contenu 3D et des formats très innovants pour faire parler les marques. Et je voulais qu'il nous partage dans ce podcast son parcours et son point de vue sur la façon dont les marques doivent s'emparer des innovations et des contenus de marque pour réussir à se différencier et à gagner la bataille de l'attention avec de l'impact. Alors sans plus attendre, nous allons démarrer notre nouvelle conversation. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs, s'il te plaît? Bonjour Nicolas, je suis Sébastien Willems. Je dirige Busterwood, un creative studio. Donc creative studio, c'est globalement à la fois une agence à la fois un studio, qui est en capacité de fabriquer ce qu'elle imagine, ce qu'elle conçoit. Pour les marques. Pour les marques, évidemment. Bon, nous, on s'est connus quand tu étais en agence média. Ouais. Tu avais déjà beaucoup d'idées sur le storytelling, sur les formats de contenu. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton propre studio ? L'envie de me recentrer sur le contenu. Comme tu l'as dit, j'ai démarré moi par la stratégie média. La stratégie média, c'est globalement trouver le meilleur moyen d'adresser un message, mais un message qui a déjà été pensé, fabriqué par une agence, par une marque. Donc nous, on cherche à trouver les meilleurs canaux de distribution. Est-ce qu'on va diffuser en radio, en télé, en affichage ? Pourquoi ? Quelle radio ? Quel horaire ? Mais il y a un pan qui est imaginé tout en amont, c'est la stratégie de contenu. C'est quel message, le discours, et ça m'a toujours passionné. J'ai eu l'occasion, au travers de mes expériences médias, de côtoyer le contenu. Ça m'a plu. J'ai décidé du coup d'en faire mon métier et on l'a effectivement découvert ensemble il y a quelques années sur des premiers constats de bon sens, plus de 15 ans je crois, parce que j'achetais du cinéma pour les marques. Il y a la 3D relief qui est arrivé sur les écrans avec un film Avatar, qui, avant sa sortie, était inconnu au bataillon, mais en fait, on s'était dit que des gens allaient payer plus cher pour aller voir pour aller voir un film en 3D avec des lunettes sur les yeux. Donc, a priori, c'est que ces gens-là avaient envie de voir de la 3D, et on s'est dit qu'on allait faire une pub en 3D pour la marque Haribo. Et ça a été un véritable succès, pour moi un déclencheur. Et j'ai eu envie du coup de prolonger, d'investiguer de ça. Ces constats de bon sens, on les a continués, on les a amplifiés. On s'est dit que les gens allaient voir des films au cinéma a priori qu'ils aimaient. Donc quand ils allaient voir un Marvel, a priori c'est qu'ils aimaient Marvel. Pourquoi pas leur donner un contenu avec Marvel ? Et de fil en aiguille, j'ai créé des contenus pour les marques. D'abord pour le cinéma, puis pour le digital. Et puis le digital a pris une place énorme dans nos vies et je me suis concentré essentiellement sur ces nouveaux canaux digitaux. Super, donc le déclic, ça a été Avatar et tes premiers contenus 3D que tu as pu produire. C'est ce qui m'a permis de passer de l'achat média à la production de contenu. Et qu'est-ce qui t'a intéressé au démarrage sur les sujets d'achat média ? C'est un peu le hasard de la vie. J'ai découvert ce monde par hasard. J'ai démarré lors d'un stage de fin d'études dans une société qui vendait de l'affichage à des marques. Et j'ai découvert ce métier à l'époque, on appelait ça des centrales d'achat qui justement regroupaient tout un tas d'annonceurs qui avaient besoin de têtes pensantes, de planeurs
pour programmer leurs achats médias. J'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas et qui m'a intéressé. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence derrière ces planifications médias. On parle de beaucoup d'argent, il faut bien l'investir. Il faut pas dépenser son argent n'importe où, n'importe comment. Pourquoi tel média? Pourquoi telle tranche horaire? Pourquoi tel ciblage? C'est un métier qui du coup m'a passionné parce qu'il fait sens, il permet de faire économiser, en tout cas gagner beaucoup d'argent aux clients que tu conseilles, et du coup l'impact de tes décisions, de tes choix ont un sens en tout cas, et ça m'a plu jusqu'au jour où j'ai découvert le contenu, c'est donc la partie qui précède la stratégie média, et là j'ai découvert le monde de la création, c'est-à-dire que l'achat média est relativement modéré en termes de création. Tu peux être innovant dans ta manière de planifier, d'analyser, de faire de la stratégie, mais quand on fait de la création publicitaire, il y a une part de subjectif, mais il y a aussi beaucoup d'analyse, beaucoup d'observation, et chaque choix peut faire la différence dans l'accueil du public, dans la manière dont le message est reçu, adressé. Tu peux nous parler un peu de la genèse de Busterwood? Comment est-ce que tu as créé cette agence, et au début ce que vous faisiez, et ce que c'est aujourd'hui, combien vous êtes, etc. Alors, Busterwood, je l'ai créé en 2018 dans la continuité d'une expérience que j'ai eue au sein d'un groupe qui m'a permis de m'épanouir. C'est le groupe WPP qui m'a permis justement de développer mon appétence pour les contenus qui étaient en relation souvent avec du média. Donc, on parle des contenus promotionnels qui sont liés à tel ou tel programme. Par exemple, retrouver Koh-Lanta avec telle ou telle marque. Donc, c'est un pan de la création, mais c'est pas de la créativité au sens large, puisque on fait pas des copies publicitaires. Donc au sein du média, il y a quand même des pôles de création. On m'a permis de m'y intéresser, et j'avais eu la possibilité de développer ce constat de bon sens que j'avais initié avec le monde de l'entertainment. Durant ma carrière, j'ai été stratège en achat média. J'ai conseillé des marques en achat radio, puis en cinéma notamment. Et comme je te l'ai dit avec Avatar ou Sex and the City, Iron Man, je me suis mis à, en tout cas, explorer ce monde de l'entertainment et conseiller aux marques de s'associer à une licence pour adresser un message. Ça a pris un peu d'ampleur, et à la fin, au bout de quelques années, on était, je crois qu'on était 7 ou 8 à travailler pleinement sur cette nouvelle activité, et on a orchestré plein de partenariats entre des dizaines de marques et des dizaines de licences. Ça va d'Iron Man en passant par Star Wars, l'Âge de glace, etc. Et en 2018, j'ai décidé de prendre mon indépendance, toujours dans ce même segment. Et donc, j'ai lancé Busterwood, qui initialement était une société spécialisée dans la convergence de marques entre licences et marques commerciales. Ça a bien fonctionné tout de suite. On était identifiés, reconnus sur le marché, donc beaucoup de clients ont continué de nous faire confiance, beaucoup de distributeurs, d'ayants droit nous ont fait confiance. Et grâce à ces partenariats, on part d'une copie télé, par exemple, et derrière, dans le cadre justement des plans de diffusion, il y a plein de sujets annexes qui viennent se greffer. Et lors d'un partenariat Star Wars avec la marque Renault en 2018 pour la sortie du film Solo, certains pays avaient des doléances, notamment l'Angleterre, qui nous a demandé de savoir si on était en capacité de créer une expérience de réalité augmentée sur une campagne d'affichage sur cette fameuse campagne Star Wars Renault. On a dit peut-être. Et il fallait qu'on explore, et on a découvert un nouveau monde, et un monde qu'on était tout à fait en capacité d'adresser. C'est globalement de la 3D avec un peu de développement. Donc on s'est attaché au sujet, et on a dit ok, on est capable de le faire, et on a découvert le monde de la réalité augmentée. Et donc ça, c'était en 2018. Fin 2019, il y a le Covid qui commence à pointer le bout de son nez. Et 2020, le Covid met la France à l'arrêt, puis progressivement le reste du monde, avec un marché de l'entertainment qui est complètement à l'arrêt. Les salles de cinéma sont fermées, la production est arrêtée. Et se pose la question de comment va-t-on continuer de vivre, de générer du business, puisque nous, initialement, on organise des rencontres entre des marques et des licences qui ont une actualité en général au cinéma. Là, pour le coup, il y avait plus de business, et donc on s'est dit ce temps qui nous est donné, on va le mettre à profit des nouveaux métiers qu'on a découverts, et notamment la réalité augmentée. Donc vous êtes formé, vous avez étudié. Alors là, j'ai fait un jump. Pardon, Nicolas, j'ai fait un jump de 2018 à 2020. En 2019, effectivement, on avait continué d'explorer ces technologies, et notamment auprès des réseaux sociaux qu'on appelle l'AR social.
avec des solutions comme celles de Meta, Facebook, Insta, Snapchat notamment, et surtout Snapchat qui a pris une place importante sur cette industrie. Donc ce sont les fameux filtres. Et aujourd'hui, Snapchat, c'est une société technologique, c'est pas qu'un réseau social. Et donc on a grandi avec l'évolution de leur technologie et on a découvert le monde de l'AR social. Et on est devenu avec le temps un partenaire de ces plateformes et notamment de Snapchat. Et on a bénéficié de l'essor de Snapchat et notamment durant la période Covid puisqu'on était tous chez nous. Et donc les industries digitales elles ont connu un véritable essor. Un vrai boom. Un vrai boom. Voilà, on était chez nous avec nos télés connectés et nos téléphones portables. Et donc, ça a été pour nous un accélérateur sur ces nouveaux métiers. Donc, parce que j'avais une question, mais tu as déjà répondu. C'était quoi la plus grande difficulté quand tu t'es lancé et comment est-ce que tu avais réussi à surmonter tout ça? T'as un petit peu répondu, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres, des difficultés. D'après ce que je viens de te dire, oui, c'est le fait de toujours explorer, se diversifier, être curieux du monde qui nous entoure, observer, analyser. J'ai monté l'activité initiale sur un constat de bon sens. Voilà, on s'est dit que les gens allaient voir de la 3D, donc il fallait leur donner de la 3D. Il n'y a pas besoin d'études quanti ou quali pour avoir ce type d'analyse. Et dès lors que on a découvert cette nouvelle technologie de réalité augmentée pour les marques, on a été sensible à la perception qu'on avait déjà nous-mêmes au sein du studio. On a découvert à quel point c'était impactant d'accorder du temps à une marque, en tout cas de choisir délibérément de participer à une expérience de réalité augmentée. Et on s'est dit que c'était assez puissant d'un point de vue publicitaire. Et du coup, un feeling qu'on a décidé d'explorer sur le fait que ça pourrait être un bon vecteur pour les années à venir. Donc, écouter ses intuitions, c'est un bon moyen de se diversifier, de rester dans le temps, analyser. Donc, ça a été, je parle pas de difficulté là, je parle d'un bon moyen, et je parle pour Busterwood en tout cas, de toujours réussir à se renouveler, ou en tout cas à additionner les compétences. Après, les difficultés, c'est toujours d'être dans un dilemme de est-ce que le choix que je fais est le bon, est-ce que la décision stratégique que je prends est celle qui sera la bonne dans 6, 7, 8, 9 mois, et il y a toujours une part de risque. Jusqu'ici, alors on s'est pas trompé quand on a fait le choix de la 3D parce que ça a été une traîne, mais c'est une traîne qui n'a pas forcément duré. Ensuite, la réalité augmentée, c'est un sujet de fond. C'est clair. Et en fait, pourquoi je voulais que tu sois là avec moi pour me parler de tout ça, il y a tout cet enchaînement. Et puis depuis, on va dire un peu plus d'un an, il y a la folie des fake out of home, FOOH. Et je voulais vraiment que tu m'expliques un petit peu comment vous êtes tombé dedans, comment les marques se sont dit il y a un truc, il faut qu'on utilise ce nouveau format de contenu. Et puis, comment est-ce que ça a évolué là sur ces dernières semaines? Je disais tout à l'heure dans l'intro que vous en avez produit énormément. Tout ce qu'on arrive à voir sur toutes les plateformes sociales, il y en a beaucoup qui viennent de ton studio. Donc, est-ce que tu peux un petit peu me parler d'abord, qu'est-ce que c'est le FOOH? Et puis, derrière, c'est quoi le vrai plus pour les marques? Et pourquoi est-ce qu'elles en raffolent en ce moment, et que vous avez de plus en plus de concurrents, de studios concurrents qui se sont mis aussi sur ce marché-là pour accompagner les marques et à développer cette visibilité-là? Alors le début, c'est le même que pour la 3D, c'est le même que pour la réalité augmentée. C'est un premier constat de bon sens, et puis surtout de faire ce qui me plaît. Quand j'ai commencé à être exposé à ces contenus, je trouvais ça cool en tant que spectateur. Je dis c'est chouette, ça me plaît bien. Je trouve ça impactant, et toujours des émotions qu'on ne contrôle pas. J'aimerais bien avoir fait ce truc-là. J'aurais été fier d'avoir fait ce truc-là. Et du coup, quand on a ce genre de sentiment, c'est que c'est des contenus avec lesquels on se sent en phase, et il y a un attrait pour. Donc moi, je suis dans l'optique de joindre l'utile à l'agréable. Si au quotidien, dans mon travail, je peux insuffler un maximum de projets qui sont en phase avec mes désirs, faut pas s'en priver, et du coup, je m'en prive pas. Et du coup, au début de la tendance, j'ai été sensible à titre personnel à l'effet de ces contenus, et j'ai décidé d'investiguer. Je pense que ça a réallumé chez moi, réactivé une première envie, une première observation que j'avais déjà un peu observée avec la réalité augmentée, puisque dans le cadre de nos expériences en réalité augmentée, on avait déjà pas mal de marques qui utilisaient les expériences que l'on produisait pour faire du contenu vidéo. Donc certes, la technologie Snapchat notamment est l'une des
je pense qu'en art social est la plus aboutie. Donc, elle permet de faire des expériences extrêmement graphiques, extrêmement qualitatives. Et ces expériences, on peut aussi les enregistrer. Et bon nombre de nos clients enregistraient simplement les contenus en réalité augmentée, donc positionner une voiture sur une table, dans une main, peu importe, et faisaient des capsules vidéo qui étaient ensuite postées sur toutes les plateformes, notamment les plateformes concurrentes comme Instagram, et ça faisait des vues et de l'engagement. Donc les contenus CGI m'avaient déjà, en tout cas, interpellé. On avait déjà créé quelques expériences d'ailleurs de contenu réalité augmentée bonifié pour les besoins de la vidéo qui avaient rencontré beaucoup d'agréments. Et puis ensuite, il y a eu et je pense qu'on lui doit tous on doit tous lui dire merci. Il y a eu la créativité et la qualité des créations d'un artiste qui s'appelle Origiful, à qui on doit les plus beaux fake out of home. Je pense qu'on a pour beaucoup dans la sphère marketing en tête, Maybelline à Londres avec, je crois que c'est, je sais plus le produit, mais c'est le métro qui rencontre un produit pour les cils. L'Oréal, les sacs Jacquemus. C'est des contenus extrêmement simples, extrêmement bien exécutés, avec beaucoup d'originalité d'un point de vue créatif, et qui ont vraiment permis à cette tendance qui certes existait déjà de se démocratiser. Les contenus CGI, ça fait longtemps que ça existe, mais pour les marques, avec ce traité très sincère de la vraie vie, c'est assez récent, et donc voilà, ça a vraiment lancé une trend qui dure. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de concurrence et qu'il y a aussi beaucoup de demandes, beaucoup de marques qui pensaient que c'était un phénomène de mode. Aujourd'hui, l'efficacité publicitaire, elle est toujours là. On en parlera. On en reparle après. Après, ouais, sur ça. En termes de production, les FOH, est-ce que c'est vraiment différent d'autres campagnes plus traditionnelles, comme on avait l'habitude de faire? Oui, c'est différent. C'est une grammaire particulière. Déjà, d'un point de vue créatif, on doit être sincère. On est dans la vraie vie. Ça reste de la CGI, ça reste de l'image qui est fabriquée encore aujourd'hui par des êtres humains qui, comme pour un film de science-fiction, vont intégrer des effets spéciaux dans une image filmée. Et puisque c'est du social, puisque les films et les contenus n'ont pas vocation à être exploités plusieurs années comme une publicité télé, il faut qu'on trouve un moyen d'être compétitif malgré des techniques de fabrication qui sont les mêmes que pour un spot télé qui, une fois de plus, va être amorti sur plusieurs années, diffusé dans le monde entier. Et le secret, c'est d'avoir une créa très efficace, des formats très courts, et de mettre l'essentiel du budget et des moyens sur les images de synthèse. Du coup, par rapport à un film traditionnel, on n'utilise pas des moyens de tournage très importants, on bloque pas les rues, on n'a pas une régie, on n'a pas toute une équipe autour du plateau. Sur le plateau, pardon, on part avec 1-2 personnes, une équipe très légère, matériel accessible à presque n'importe qui, pour derrière, voilà, mettre l'essentiel du budget sur les effets spéciaux. Et c'est quoi le budget global d'une vidéo? C'est très difficile. C'est comme on dit souvent comme le prix d'une voiture, d'une course de taxi. Ça dépend. Je dirais qu'il y a beaucoup l'amplitude tarifaire est importante. Il y a 2 paramètres. C'est la complexité de réalisation de l'idée et ensuite le traité du rendu. Derrière une idée, je pense qu'on peut faire un fake out of home pour des rendus très peu quali, une intégration assez peu quali. Et très basique. Et je pense qu'il y a certains acteurs sur le marché qui peuvent se positionner dès 2-3 000 euros. Maintenant, dès lors qu'on veut que ça soit vraiment réaliste, que ça soit très bien intégré, on va passer beaucoup de temps sur le rendu, sur les matières qu'on va éclairer, qu'on va intégrer. Donc, si je parle pour Busterwood, en général, nos tickets d'entrée, tout inclus, j'aime pas parler argent comme ça, mais bon, sont plutôt aux alentours de 10K. Et si je prends l'expérience que j'ai sur l'année passée, ça peut aller jusqu'à plus de 50K pour des contenus très compliqués. Très compliqués, c'est quand il y a beaucoup de paramètres. Quand on va animer, par exemple, des dizaines, voire des centaines de personnages ou d'éléments à l'écran. Quand on va intégrer de l'eau qui va rentrer en collision avec des éléments réels, du feu, bref, tout ce qui est compliqué en effets spéciaux. Donc, poser un objet quelque part,
c'est plus simple, évidemment, que de le faire bouger, qu'il soit porté par je ne sais quelle structure, que ça soit quelque chose qui est d'apparence gonflable. Enfin bref, il y a plein de choses complexes. C'est un peu comme un chantier. Est-ce qu'on met un coup de peinture ou est-ce qu'on s'amuse à coller des carreaux de mosaïque un à un sur une paroi? Donc, ça dépend de ce qui est à fabriquer. Nous, ce qu'on vend, c'est du temps, essentiellement du temps de fabrication. Et qu'est-ce qui différencie Buster Root des autres studios de production? Est-ce que vous avez votre patte à vous? Est-ce que vous avez votre style, votre façon de faire? Je sais. Même si vous êtes cool et sympa et très créatif. Je sais pas. Je sais pas parce que très objectivement, on est sur un marché où on a la chance. On est vraiment sur une forte trend avec beaucoup de demandes. Donc on a la chance de travailler sur des projets plutôt cool. On peut pas dire en ce moment on peut pas dire oui à tous les projets et on n'a pas trop le temps ou le besoin de se soucier de la concurrence. On va plutôt se soucier, regarder ce qui nous inspire. Et tu le disais, il y a beaucoup de monde. Nous, on voit beaucoup de confrères qui font un travail remarquable. Je sais pas ce qui nous distingue. En tout cas, on sait ce qu'on aime et ce qu'on vise. Donc, je regarde plutôt des studios inspirants. Il y en a beaucoup à travers le monde. Et on fait ce qui nous plaît. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir une idée qui est singulière. Les fake out of home sont devenus une typologie de contenu qui aujourd'hui fait à sa place dans le paysage publicitaire. Et comme tout contenu, comme un bon spot télé, une bonne affiche, etc. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est la créativité. Il suffit plus de dérouler une bâche sur un monument, de poser un objet au milieu d'une place pour espérer attiser la curiosité ou l'engagement des viewers. Il faut trouver une idée qui est singulière. On sait avec le temps que plus ces idées sont potentiellement réalistes, qu'elles prennent le soin de respecter les lois de la physique, de la gravité, plus elles sont saluées, plus elles sont aimées, plus elles sont partagées. Tout ce qui est d'attrait extrêmement magique, voir un objet qui vole, etc. Certes, ça marche, c'est des contenus qui ont leur place, mais ça a beaucoup moins d'engagement que des contenus qui essayent de respecter les lois de la physique. Donc, je parlais de la gravité, par exemple, des choses comme ça. Donc, on se dit, dans la vraie vie, si on pouvait aller jusque-là, est-ce qu'on aimerait le faire? Est-ce qu'on aimerait voir ce type de contenu? Si la réponse est oui, alors c'est que l'idée est bonne. Super. Aujourd'hui, tu as quoi comme typologie de clients qui viennent? Est-ce que c'est tous les secteurs? Est-ce qu'il y a vraiment un secteur vraiment particulier? Non, aujourd'hui, tous les secteurs déjà s'essayent avec succès en général au contenu CGI. Nous, de par l'ADN d'origine du studio, on est très identifié et on prend plaisir à travailler sur le monde de l'entertainment. Donc tous les lancements de films, de séries, etc. Ont tout à fait leur place chez nous, mais pas uniquement. On a travaillé pour Subway. On a craqué un bus en deux pour le lancement de la gamme des sandwichs chauds. Donc forcément, quand le sandwich est chaud, le fromage est coulant, et donc s'amuser à couper un bus à souffler qui était adhésivé en sandwich en deux avec du fromage coulant dans la rue. On a du luxe également, de la cosmétique. On travaille vraiment pour tout type de secteur. Et je me demandais si le secteur du B2B, est-ce que il plonge dans les FOOH ou pas encore, ou Soit beaucoup de demandes. Ouais. Beaucoup de demandes, mais donc oui, je pense qu'il y a vraiment une place pour ce marché. À Buster Root, ce sont pas forcément des briefs qui matchent avec nos ambitions. C'est souvent des choses très corporate, donc qui ne laissent pas place à ce qui, avant-le, nous fait plaisir, mettre une dose de fun quand même dans notre quotidien et dans les contenus qu'on délivre. Donc on a beaucoup de demandes qu'on n'est pas forcément en capacité d'accepter aujourd'hui, donc on les priorise pas, mais je peux te répondre que oui, en tout cas il y a une forte demande et donc il y a forcément une place pour ces contenus-là. Là, on va parler un petit peu plus des avantages des fake out of home. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Qu'est-ce que, pour une marque, l'intérêt de ce format-là? Alors, si l'idée est bonne, encore une fois, c'est un formidable moyen d'engager les viewers sur les réseaux et d'aller chercher un vrai potentiel viral. On sait que la viralité, c'est très compliqué. On promet pas l'organique. On sait aujourd'hui que ces contenus, en tout cas, ont un potentiel beaucoup plus fort que des contenus tièdes, comme du motion design traditionnel. Donc, pour des budgets modérés,
Aujourd'hui, on a la certitude qu'avec ce type de contenu et la bonne exécution, on va avoir un taux d'engagement qui est très sensiblement supérieur à la moyenne des contenus publicitaires sur le digital. En moyenne, on a 5 fois plus d'engagement sur ces contenus-là que sur un contenu traditionnel. Donc pour des budgets comparables. Donc ça engage, ça met un véritable coup de projecteur sur la marque, à condition d'en accepter les règles et les codes. C'est-à-dire ? C'est pas un contenu publicitaire traditionnel. Donc dans un fake out of home, il faut accepter d'édulcorer au maximum le discours. Et quand on regarde d'ailleurs tous les plus beaux fake out of home, c'est des contenus qui ont fait la part belle à une idée qui mêle une situation et une marque, pas plus. Dans un contenu publicitaire, en général, il y a un décorum qui est extrêmement chiadé. Si je prends l'exemple, alors je vais prendre l'exemple d'un contenu, et c'est mon observation, mais d'un contenu qu'a fait Origiful, enfin de ces contenus d'ailleurs, que ce soit pour L'Oréal ou autre. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il ne reste qu'une situation, une marque et un produit sur la copie télé, sur la campagne d'affichage, qui est très bien réalisée par ailleurs. On a un décor, on a une égérie, tout est parfait, tout est bien lighté. Et qu'est-ce qui reste sur le contenu fake out of home ? Un produit, dans une situation, basta. Donc c'est vraiment... Souvent, tu peux pas tout raconter. Non, on peut pas tout raconter. Et c'est pas fait pour ça, je pense. C'est un coup de projecteur. Ça fonctionne rarement seul. C'est souvent en parallèle d'un dispositif publicitaire plus large dans lequel on retrouvera une campagne d'affichage, une campagne de presse, un spot télé, peu importe. Ça vient vraiment mettre un coup de projecteur et créer le petit supplément d'âme qui permet à la campagne, en tout cas à la marque, de prendre en part de voix dans un paysage publicitaire qu'on sait quand même très disputé. Et est-ce que tu penses que le format, vu qu'il est très innovant, assez disruptif avec ses créations super originales, est-ce que tu penses que ça positionne différemment les marques ? Ça apporte un vrai plus ou c'est le petit plus dans la campagne globale ? Je pense qu'au début, quand on dit au début, c'est pas vieux, il y a un an et demi, le fait de faire ce type de contenu, c'était considéré comme innovant. C'est un peu comme toutes les premières fois, on découvre, c'est nouveau, donc forcément, c'est innovant. Maintenant, il y en a quand même énormément. Je pense qu'il y en a tellement que, personnellement, j'arrive même pas à les répertorier chaque jour. Donc, je pense pas que en fin 2024, on considère que ça soit innovant. On considère que ça fait partie du paysage. Et ce qui fait que c'est innovant, c'est l'idée. Et c'est là où, justement... Non, parce que tu as entièrement raison. Maintenant, on voit quand même beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, on voit beaucoup encore de FOH où tu as un bâtiment et puis on va dérouler une pancarte et puis en fait, on l'a déjà vu 15 fois, mais ça continue à marcher. Donc c'est pour ça que... Ça continue à marcher, effectivement, ça continue... on a déjà vu, on a tous vu des contenus avec des textes qui s'animent, ce qu'on appelle du motion design ou des photos d'égérie pour vendre du café, peu importe. Voilà. Qu'est-ce qui fait que on se renouvelle ? C'est le traité. Ça fait partie effectivement des possibilités. Aujourd'hui, ça c'est du flux. Donc oui, ça fonctionne. On peut pas espérer le potentiel organique qu'on peut aller chercher avec ce type de contenu. Un contenu fake out of home, l'idée c'est qu'il soit aimé, partagé, commenté. Et donc oui, on peut se contenter de dérouler une bâche aujourd'hui et ça aura un effet publicitaire, je pense toujours plus intéressant qu'un contenu tiède qui est flat, qui fait diffuser un texte sans recherche créative particulière. Néanmoins, si on veut bénéficier à plein du potentiel de ces contenus, il faut aller plus loin. Ce que je dis là n'était pas valable il y a un an, parce qu'on a nous-mêmes fait une bâche pour Adidas qui était portée par des drones face à la Tour Eiffel, et c'était la première fois qu'on voyait ce type de contenu, et ça a très bien marché parce que c'était nouveau. Je le ferai pas aujourd'hui, ça a déjà été fait. Maintenant, il faut trouver des idées singulières. D'autres idées créatives. Exactement. C'est ça qui est passionnant. C'est quoi les erreurs que tu peux voir que les marques commettent dans la production de FOH, ou en tout cas dans leur brief? Pas vouloir trop en dire, trop en mettre, comme on cherche à cocher toutes les cases dans un format publicitaire traditionnel, avec un début, un milieu, une fin. Il y a une histoire. Un fake out of home, c'est pas une histoire, c'est une brève. C'est une petite bouffée d'air qui doit être hyper créative. C'est tiens, je pose ça là, j'ai vu ça, c'est super marrant, c'est super original, et il faut qu'en 2 secondes, on ait compris globalement ce qui se passait, que ça soit accessible à n'importe qui. Il faut que la création soit à la portée de n'importe quel
viewer. Ouais, donc ça, c'est un super conseil, des super conseils que tu donnes pour les marques qui souhaitent se lancer. J'avais une question sur les briefs que vous recevez tout le temps. Est-ce que tu as en tête un brief où tu t'es dit, putain, la marque, là, elle veut vraiment un truc de fou. On va y aller, on va trouver. Là, je pense notamment à celui à l'un de ceux qui nous a permis justement d'être identifiés créativement parlant, au-delà de l'exécution. C'était pour PlayStation 5, campagne de fin d'année 2023. Et les équipes de Sony et de Sony PlayStation et Mediacom nous ont fait confiance pour construire une PlayStation 5 géante dans Paris en venant recouvrir la tour Montparnasse. Et en fait, quand on a vu, c'est vraiment un brief pour une création qui est singulière, puisqu'on l'a pas totalement recouverte. On s'est vraiment servi de l'édifice et on a mis des structures qui ont fait le parfait prolongement de l'édifice pour former une PlayStation 5, puisque quand on avait reçu le brief, en regardant la console, la partie noire centrale était à 6 mètres quasiment la tour. Et donc, avec un jeu de grues, d'hélicoptères et de plaques blanches, on a fait un assemblage qui, sous le regard ébahi des Parisiens, était une PlayStation 5 géante. Et comment est-ce que vous gérez les clients qui ont des briefs un peu flous ou pas forcément une vision très claire du rendu? Et donc, comment est-ce que vous arrivez à les driver pour derrière apporter votre créativité et vos solutions? C'est plus facile sur les fake out of home de driver, puisque justement, comme je l'ai dit précédemment, il faut que ça soit extrêmement simple. On a besoin d'une marque et d'une situation, ou d'une marque, d'un produit et d'une situation. Donc, en général, on n'a pas besoin d'intégrer tous les paramètres complexes d'une création publicitaire traditionnelle avec la plateforme de marque, la stratégie, la gestion de tel ou tel talent, de tel ou tel univers. En général, on va droit au but, à l'essentiel. Et souvent, l'expression de la créativité, c'est ce qui vient à l'esprit naturellement de nos équipes. C'est comme si je te dis, pense à un légume vert. Bon, tu vas me dire concombre ou courgette dans l'immense majorité des cas. Et c'est un peu ça. C'est quand on parle d'une marque et d'une situation, il y a des évidences qui doivent nous venir à l'esprit. Et ces évidences-là, si elles sont, parce qu'on a la chance quand même d'être une équipe avec assez nombreuses studios, on voit très vite ce qui se dessine comme étant quelque chose d'évident qui va être compris par la majorité des publics. Et généralement, vous proposez plusieurs idées. Il y en a une qui est pour vous super évidente et après qu'il faut réussir à vendre aux clients. Et après, vous partez en production. C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement. Là, on fait un dossier de pitch. Un dossier de pitch où on va exprimer l'idée avec des moods, etc. L'idée, c'est de créer un échange avec le client, savoir ce à quoi il est sensible, ce qu'il préfère. On peut raffiner, on travaille. Ensuite, on passe à l'étape de maquette. Donc là, on va faire un visuel qui va être important pour permettre au client de se projeter, pour faire les validations juridiques s'il y en a. Puis ensuite, de passer en production et aussi de guider, du coup, nos équipes créatives et techniques qui vont être clairement guidées dans le travail à réaliser. Ça nous permet aussi de savoir les ambitions en matière de créa et donc le temps nécessaire à la fabrication. Est-ce que tout le travail en amont, vous utilisez les outils d'IA, par exemple, pour produire les storyboards ou en tout cas les visuels? On peut pas ignorer l'IA aujourd'hui, donc on a quand même des storyboarders, des illustrateurs qui font un travail remarquable pour donner vie à nos idées, puisque l'IA aujourd'hui, elle nous donne des moods essentiellement. Elle n'est pas encore en capacité de créer des mécaniques complexes comme on les imagine, mais en tout cas, elle nous aide beaucoup. On peut pas s'en passer, je dirais, en 2024. Pour créer. Donc c'est vraiment une aide à la création, mais ça ne remplace pas la création, ça ne remplace pas encore, à l'heure où je te parle, le talent de nos illustrateurs, et j'espère que nos illustrateurs justement continueront de se distinguer parce qu'ils permettent véritablement de faire du tailor-made, ce qui n'est pas encore le cas du NIA aujourd'hui, même si elle nous aide à gagner du temps pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, surtout en matière de DA. Et est-ce que dans toutes les créations FOH que vous avez pu produire, est-ce qu'il y en a une que tu as en tête que tu adores? Beaucoup. Du coup, je dois choisir. C'est sûr. Parce que vraiment, j'en avais fait vraiment beaucoup. On après, s'éclate. tu adores par sa complexité, par son histoire, par son, je sais pas.
Ou celle où tu es le plus fier? Il y en a plein. En fait, récemment, je suis très content. Là, on vient de livrer un contenu pour Ford. C'est un véhicule qui s'appelle le Ford Explorer qui est un Explorer justement, donc il peut aussi bien être en ville qu'à la montagne, qu'au bord de la mer, peu importe. Il est fait pour explorer. Et on a créé un faux dispositif d'affichage avec une trappe, mais qui est assez bien exécutée, qui permet de montrer le véhicule dans toutes ses conditions, donc à découvrir sur Busterwood Studio, notre compte Insta. Mais il y a aussi le bus Subway. Il me fait marrer, ce bus Subway qui se craque en deux avec son fromage qui coule. Mais il y en a plein d'autres. Moi, je me posais la question sur est-ce qu'il y a un cadre réglementaire sur les FOH? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent oui, c'est fake, on nous trompe. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on entend ou pas du tout? Alors, nous, on n'est pas là. Clairement, nous, on prône le fait qu'il faut être transparent. Je pense que même si c'est vrai qu'on est assez étonné, malgré qu'on le dise, que c'est du CGI, que c'est du fake out of home. Alors nous, on appelle ça historiquement des digital urban content, qui regroupent plusieurs familles de contenus CGI. Pas forcément ceux qui ont pour but de leurrer, mais aussi ce qu'on appelait des virtual out of home, donc des pures capsules CGI. Et ces digital urban content, on les proclame. On les proclame de la même manière qu'on n'est plus étonné de voir de la post-prod dans les films, télé ou autres. Donc il faut le signer. Souvent c'est dit en commentaire, donc c'est l'information, il faut aller la chercher. Quand on est sur les réseaux, la plupart du temps, le pavé texte reste en footer d'écran. Voilà. Donc mon avis, c'est de pas prendre les gens pour des imbéciles et justement de dire voilà, on a fait un fake out of home aujourd'hui. Certains, comme toujours, reprochent le fait que ça ne soit pas forcément dit de manière très claire. Mon avis sur le sujet, mais ça n'engage que moi, c'est que ça n'entache en rien la qualité du format dès lors qu'on le dit ou qu'on ne le dise pas. Mais effectivement, je vois plein de contenus qui sont ambigus. Après, quand on pose la question en général aux marques, les community managers sans ménagement disent que oui, c'est faux et que c'est assumé. Après, on n'est pas en train de faire des fausses interviews, de divulguer des messages de haine ou quoi que ce soit. Ça reste très léger. Ouais. Mais je pense que, en tout cas, il y a un code de bonne conduite à avoir. Alors après, c'est international. Donc, avoir un cadre publicitaire international, c'est compliqué. Aujourd'hui, les acteurs qu'on a en face de nous, j'en identifie pas vraiment en France. Ils sont aux États-Unis, en Angleterre, à Dubaï, en Inde, partout dans le monde. Donc, c'est très difficile. Là, on parle vraiment de contenus qui sont postés quelque part, mais dont la portée est internationale. Donc, je pense qu'il faut éviter, mais en général, encore une fois, c'est très bon esprit, très bon enfant. On n'est pas là pour mettre les gens en danger. On n'est pas là pour faire peur, attiser la haine ou quoi que ce soit. Ça reste des contenus marketing qui veulent être consensuels. Et le but, c'est d'être fun. Voilà, on est surtout là pour être fun. Et est-ce que selon toi, quelle va être l'évolution des FOH? Est-ce que tu vois des choses déjà venir? Est-ce que on a parlé tout à l'heure que c'était pas qu'une simple tendance et maintenant ça faisait vraiment partie des stratégies de communication pour les marques. Est-ce que il va y avoir un autre FOH? Oui, moi je crois énormément et c'est d'ailleurs le lien avec nos deux activités principales aujourd'hui. On parle de FOH, mais je te l'ai dit, on fait beaucoup d'expériences de réalité augmentée et il y a le contemplatif. Et il y a celui qui crée une expérience interactive. Donc ce qu'on appelle le storytelling pour la vidéo et le story living pour la réalité augmentée. Je crois beaucoup au croisement des deux mondes. On essaye déjà de le faire dès qu'on le peut, c'est-à-dire proposer des expériences de réalité augmentée qui, une fois qu'elles sont enregistrées, sont tout à fait diffusables sur les réseaux sociaux en guise de fake out of home. Et avec l'évolution des technologies en matière de réalité augmentée, ça t'aura pas échappé, de Google en passant par Meta, Snapchat et Apple, tous les géants de la tech investissent énormément sur la réalité augmentée. Demain, on aura besoin finalement de ne produire qu'une seule expérience, une expérience de réalité augmentée qui sera diffusée sur les réseaux et qui sera un vrai point de rendez-vous. Alors, ce que vous avez vu, vous pouvez le vivre. Venez avec votre téléphone et vivez-le en live. Et du coup, c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
C'est ce qu'on appelle le story living. Donc, je crois beaucoup que demain, nos expériences qui, pour l'instant, sont en partie faisables que grâce à la CGI, soient demain complètement accessibles avec la réalité augmentée. On le fait déjà avec la technologie Snap sur certains monuments, certaines villes qui le permettent. Donc, on le fait déjà à Londres, notamment, qui est une ville entièrement city mappée et qui nous permet de jouer avec des devantures de magasins ou avec des monuments. Mais il y a d'autres monuments qui sont déjà répertoriés. Donc, à Paris, on peut faire du story living avec la Tour Eiffel, avec l'Arc de Triomphe. On l'a déjà fait d'ailleurs avec la NBA. On a fait dribbler la Tour Eiffel à l'occasion de la venue de la NBA en France. Et ce contenu a été aussi bien vu sur les réseaux sociaux que vécu par les personnes à proximité de la tour. Est-ce que tu as des formats de contenu qui aujourd'hui que tu trouves très très efficaces? C'est pas du tout dans ce que vous faites vous dans le studio, mais comme tu as travaillé pour beaucoup de marques et beaucoup de médias et de contenus. Est-ce que là, tu vois des choses où tu te dis ah oui, c'est très très efficace, ça fonctionne bien pour les marques et elles arrivent à raconter leur message, leur storytelling, leurs valeurs? Là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on y va à fond. J'ai rien de plus efficace que la réalité augmentée et le fake out of home en matière d'engagement. Je répète que sur la réalité augmentée, c'est quand même relativement unique d'avoir un média de masse qui permet de toucher des millions de personnes, mais qui vont décider de manière délibérée d'accorder du temps à une marque pour vivre une expérience publicitaire. Donc ça, c'est redoutable en termes d'efficacité. Les fake out of home, on l'a vu, c'est sans précédent en matière d'engagement vis-à-vis d'une marque. Pour la suite, il y a déjà ce qu'on commence à faire un petit peu, le gaming notamment. On a été très heureux d'être que Orange et l'agence Publicis et Prodigious nous confient la création d'une partie d'un écosystème qu'ils ont imaginé pour une opération qui s'appelle Max ta fierté, qui a pour vocation de rendre plus inclusive des plateformes de jeux. Et donc, on a créé plein de caractères qui étaient playable pour que du coup maximum de gens aient des avatars qui soient à l'image de leur choix, de leur culture, peu importe. En tout cas, voilà, de ne pas être sous le diktat d'un choix de l'éditeur, mais de pouvoir du coup de manière open source venir dans The Witcher, Minecraft, les Sims, etc. Avoir une pléiade de caractères disponibles et playable, donc offerts par une marque. Donc le gaming, je pense que là aussi, c'est un bon moyen de s'adresser à des cibles qui sont souvent très engagées. Et puis, pour le reste, je me garde bien mon analyse, puisque ça pourrait être la prochaine trend sur laquelle on a envie de se développer. Qu'est-ce qu'il faut pour les marques dans cette infobésité ambiante? Qu'est-ce qu'il leur faut comme type de contenu à produire pour s'exprimer et se rendre visible? On va revenir au basique, simple, créatif. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien avec le sujet dont on a longuement parlé aujourd'hui. Des formats relativement courts. Je pense que c'était vrai hier, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les publics ont de moins en moins de temps à accorder aux marques, donc ça va très vite. On le voit nous-mêmes en tant que consommateurs. On scrolle énormément, très vite. Un contenu a peu de temps pour séduire, donc faut être très très direct. Voilà, donc simple, court, créatif. Voilà, tu l'as un petit peu dit, mais comme tu connais très bien les réseaux sociaux, leurs innovations, etc., est-ce que tu vois des tendances dans la communication qui aujourd'hui t'intéressent beaucoup? Ça rejoint un peu la question précédente sur les formats engageants. Les formats engageants sont vraiment ceux vers lesquels nous on veut explorer. Donc l'engagement, c'est des formats vers lesquels on décide d'investir du temps en tant que public. Un engagement, c'est une interaction avec le contenu. Donc chercher une interaction. Quand on va passer du temps sur du gaming notamment, j'en parlais, à explorer ce que nous propose une marque, à utiliser sa proposition dans des plateformes de jeu, à utiliser une expérience de réalité augmentée dans son quotidien, du gaming, donc une expérience de gaming proposée par une marque, avec du scoring, du challenge, voir un fake out of home et salué par un commentaire ou du partage ou du like, en tout cas tout ce qui va créer une interaction. C'est ce qui nous intéresse, en tout cas en termes de messages publicitaires, simplement parce que l'acte devient impliqué. Donc à partir du moment où l'acte devient impliqué, il se passe quelque chose au niveau mémoriel.
puisque si on a une application, c'est qu'on a marqué l'esprit. Tu as beaucoup parlé de gaming là. Il y a beaucoup de marques qui se lancent à fond dans le gaming. Il y a quelques années, elles s'étaient pas mal lancées sur tout ce qui touche au métaverse. Qu'est-ce que tu penses des métaverses, etc. C'est beaucoup interrogé sur le sujet. Comme je pense toute personne qui travaille de près ou de loin dans le marketing, et surtout quand on a une société comme la mienne, hein, est-ce que c'est une trend? Est-ce que ça va durer ou pas? Je dis, est-ce qu'on doit acheter une parcelle? Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu ce petit truc que j'ai ressenti pour la réalité augmentée, que j'ai ressenti pour le gaming, que j'ai ressenti pour les fake out of home. Ce petit truc qui, à titre personnel, me dit, ah, ça me plaît ça. J'ai senti la nécessité de le faire parce que les autres le faisaient. Mais à titre personnel, j'avais pas donc encore ton instinct. Pas la flamme. Donc non, mais c'est par rapport à ma manière d'être. Je me retrouvais pas dans le fait de joindre l'utile à l'agréable. Okay, voilà, c'est au quotidien. Est-ce que ça m'aurait procuré du plaisir? Est-ce que j'aurais été suffisamment bon pour le recommander? La réponse était non. Donc c'était pas la priorité. Mais je pense en revanche que c'est véritablement une tendance qui va s'installer malgré tout dans le temps. Comme toute évolution technologique, il y a des ruptures qui vont très très vite. L'IA est une technologie de rupture et ça fait longtemps qu'elle existe. En tout cas, pour nous, marketing, on s'est très vite emparé des solutions proposées par Midjourney ou autres. Mais là, il y a une notion d'audience derrière. C'est-à-dire que pour que ça soit pertinent, il faut qu'il y ait une base audience significative et cette audience, elle met du temps à être fédérée. Donc, comme souvent, hein, première bulle Internet et la première bulle a eu 10 ans avant la seconde. La réalité augmentée, c'est pareil. C'est des technologies qui mettent plusieurs années à être que les marques s'en emparent. Non, que le public, avant que les marques s'en emparent, c'est d'abord que les consommateurs s'en emparent. Voilà. Donc ça met des années. Donc ça va, je pense. À mon avis, ça va être une offre majeure dans les années à venir. Il faut, en tout cas pour nous, faut observer, faut attendre encore un peu. C'était pas une nécessité absolue d'y être il y a 2 ans. Écoute, en tout cas, vous êtes resté sur votre axe et c'est top. Il y a des questions que je pose à mes invités à chaque épisode. Est-ce qu'il y a des contenus, livres, films, séries qui t'ont inspiré récemment? Alors récemment, si on parle de métaverse, de monde parallèle dans lequel on se rencontre, oui, qui m'a énormément inspiré et qui pour moi est une projection potentielle de l'avenir, c'est Ready Player One. Spielberg. Exactement. J'aurais pu dire Retour vers le futur, mais voilà. Le premier plus récemment, FOH, voilà. Exactement. Premier FOH ou première expérience de réalité augmentée sur un support d'affichage. C'est des choses qui sont complètement faisables aujourd'hui avec la réalité augmentée ou la CGI. Mais c'était déjà de la CGI à l'époque presque. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est faisable avec la réalité augmentée. Futur 2. Et est-ce que tu as une citation préférée en marketing, communication, innovation? Alors, non, je n'en ai pas qui me vient à l'esprit dans le monde du marketing. Il y en a une que j'ai beaucoup utilisée, mais ça, c'est un mindset que si tout le monde pouvait en tout cas se permettre de l'avoir dans son quotidien, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et sinon, plus globalement, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est d'être curieux, de pas hésiter à poser des questions. Et la citation qui me parle en la matière, c'est, je vais essayer de bien la retranscrire, mais c'est ne pose pas ta question et tu seras... Non, pose ta question, pardon, et tu seras bête une seconde ou ignorant une seconde. Ne la pose pas et tu seras ignorant toute ta vie. Voilà. Donc, je suis d'un naturel plutôt curieux et poser des questions, ça permet d'engranger du savoir et d'analyser par la suite. J'avais une question qui était sur si tu devais résumer en une phrase ce qui te guide ton engagement et ton quotidien, ça serait laquelle? Mais je pense que soyez curieux. Voilà, soyez curieux et amusez-vous. En tout cas, même dans les tâches les plus... là, aujourd'hui, j'ai la chance de faire du contenu et je m'éclate. Mais dans ma vie d'avant, je faisais du média, je manipulais des chiffres, je faisais de l'analyse. Mais il y avait aussi moyen de s'éclater, à essayer de repenser les choses. Ok, on fait ça comme ça, on m'a dit de faire ça comme ça. Est-ce que je comprends pourquoi on fait ça comme ça? Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on peut faire différemment? Enfin bref, juste s'interroger, ça permet aussi de prendre plaisir à challenger les choses. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à développer ma carrière et créer mon entreprise. Je pense que c'est un bon moyen. Voilà. Challenger en permanence et se challenger. Donc, ce qui était valable hier ne l'est peut-être pas forcément
demain. Et pour finir, est-ce que tu as une chanson qui représente ta personnalité ou ton état du moment? Alors, ma personnalité, non. L'état du moment, je pense qu'on va rester dans l'esprit des jeux. Parade. L'hymne. Parade de Victor Lemann, qui nous a bien galvanisé et que je continue d'écouter quand je fais du sport en ce moment. Voilà, ça me booste. J'aime bien. Écoute, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Merci d'avoir tant partagé ton expérience et toutes tes connaissances sur le FOH, ce nouveau phénomène publicitaire. Et puis, à très vite pour suivre toutes tes productions et celles de tes clients. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a vraiment plu. Merci de le partager autour de vous et de laisser une note de 5 étoiles avec un joli commentaire. Cela nous aide énormément à faire connaître notre podcast Content Centric. Si vous avez des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo et audio, n'hésitez pas à contacter mon agence Story for Brands. Nous aurons plein d'idées pour vous. Au nom de toute l'équipe, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.